Bonjour Sylvain, vous intervenez à l'université Rennes 1 et vous êtes directeur de Learning Salad. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre parcours? Alors voilà, moi j'ai une double activité effectivement. Ma première activité, c'est de conseiller des entreprises, des organisations dans la mise en œuvre de dispositifs de formation digitaux, ce qu'on appelle la formation digitale aujourd'hui. Et puis à côté de ça, j'enseigne à l'université, donc je suis responsable d'un DU, un diplôme d'université qui forme des concepteurs en formation digitale. Et puis un Master 2 qui existe depuis 12 ans maintenant, qui forme des ingénieurs en e-formation. Voilà, donc j'allie à la fois la pratique auprès d'entreprises, d'organisations dans la mise en œuvre de projets, et puis la dimension enseignement pour former des gens qui font finalement ou qui vont faire mon travail. Pourquoi ce diplôme universitaire a été créé et quelles sont les attentes des étudiants? Alors nous avons créé ce diplôme d'université pour répondre à un besoin des professionnels de la formation d'être en mesure de développer, de concevoir et de développer des dispositifs digitaux. On s'est rendu compte qu'il y avait une demande croissante des professionnels de la formation euh, parce que la formation est devenue finalement digitale. C'est plus de la formation e-learning en plus de la formation présentielle, même si la formation présentielle est toujours majoritaire, bien sûr. Aujourd'hui, finalement, chaque acteur de la formation doit s'intéresser à la digitalisation et doit être en mesure, dans sa palette de compétences professionnelles, de concevoir des dispositifs comme ça. Donc on a fait un diplôme qui répond à cette demande et qui est adapté à un public de professionnels qui travaillent. Donc c'est vraiment un diplôme pour la formation continue, très opérationnel, et dont les modalités sont adaptées et compatibles avec l'activité à plein temps. Nos étudiants, on les appelle comme ça, sont des gens qui travaillent à plein temps et qui font cette formation en plus, et c'est compatible. Vous êtes en contact avec de nombreux acteurs du digital learning. Quelles sont les grandes tendances qui se dessinent? Alors aujourd'hui, dans le digital learning, ce qu'on voit apparaître, c'est finalement une prise en compte de plus en plus forte de l'apprenant dans les dispositifs. C'est-à-dire qu'en fait, on commence à se rendre compte, en tous les cas, ça devient concret dans les dispositifs, parce que ça, on le savait depuis un moment, que finalement, le digital learning n'a de valeur que s'il augmente la capacité de l'apprenant à piloter lui-même sa formation, finalement à devenir acteur, à pouvoir l'adapter à son propre besoin, etc. Alors on a vu apparaître des tas de choses, les MOOC par exemple, on a vu apparaître des dispositifs encadrés, on voit apparaître LinkedIn par exemple, qui a une offre de formation à la demande. Donc il y a plein d'éléments comme ça, mais ça participe à un phénomène plus général en fait, qui est de dire l'apprenant finalement va piloter sa formation de plus en plus. Les outils digitaux lui donnent de nouvelles capacités. On parle d'empowerment en anglais, je ne sais pas si c'est une traduction en français, et on est vraiment dans cette logique-là. Donc aujourd'hui, les offreurs de formation, les responsables de formation doivent être dans une logique de développer des capacités à apprendre, finalement, à rendre les gens autonomes dans leur formation. C'est vraiment ça l'enjeu. Et là, le digital learning a vraiment des choses à proposer qu'on n'était pas capable de faire avec des formations présentielles, uniquement en présentiel, traditionnelles, on va dire. Justement, vous parliez des MOOC. Quelle est votre vision sur ce dispositif? Les MOOC, c'est assez rigolo parce que c'est un phénomène assez récent. C'est un phénomène qui a été présenté comme quelque chose qui allait tendre vers l'universalité. C'était l'accès, il y avait des grandes idées derrière tout ça. Et puis la pratique a montré que finalement, si on voulait que ça marche, il fallait revenir aux fondamentaux de la formation et que les gens, ils se formaient pas parce qu'il y avait une offre, ils se formaient parce qu'ils avaient un besoin. Et ils avaient besoin justement que leurs besoins soient pris en compte, si on peut dire. Et aujourd'hui, on voit bien que les MOOC sont en train d'évoluer vers une forme de maturité dans laquelle on va voir que finalement l'aspect massif qui est intéressant ne peut pas être le facteur unique en fait, de différenciation et surtout de motivation, mais qu'il va falloir intégrer de l'accompagnement, il va falloir intégrer la prise en compte des objectifs en fait, du public. Il va peut-être falloir aussi réfléchir à qui est le public. Est-ce que ouvert à tout public, est-ce que ça a vraiment du sens en fait en formation? C'est une vraie question. Et on peut voir que
les MOOC qui fonctionnent bien sont ceux qui ont le mieux pris en compte ces dimensions d'objectif, de ciblage du public, de qualité de l'accompagnement qui est proposé aux apprenants. Finalement, ceux qui ont pris en compte le fait que si on voulait que ce soit de la formation, il fallait s'appuyer sur les fondamentaux de la formation, et on les connaît ça depuis longtemps, bien avant les MOOC. Voilà, donc moi je trouve que c'est un phénomène intéressant parce qu'il est capable d'évoluer, et il faudra voir dans 3-4 ans où on en est, mais je pense qu'on aura, on aura des dispositifs qui seront beaucoup plus efficaces en tous les cas que ce que c'est le cas pour encore une grande majorité d'entre eux aujourd'hui. Et enfin, Sylvain, dernière question. Comment voyez-vous l'avenir de la formation ? Alors l'avenir de la formation continue, pour moi, il suit... il y a deux axes majeurs qui sont d'ailleurs très, très liés l'un à l'autre. Le premier, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure sur... c'est le point de vue de l'apprenant, c'est-à-dire que l'apprenant va avoir des capacités supplémentaires grâce au digital. Il va monter son niveau d'exigence, il va monter aussi ses compétences d'apprenant, finalement, de plus en plus. Et d'ailleurs, il va falloir l'aider aussi à faire ça, c'est pas uniquement lui qui va le faire. Et donc, il va vouloir être le plus autonome possible, il va vouloir avoir des environnements personnels d'apprentissage, finalement, vraiment adaptés à son besoin, pour être plus efficace, pour conduire lui-même sa formation. On est vraiment dans une logique aujourd'hui, je pense, de co-investissement entre l'apprenant, d'une part, et puis l'offreur de formation, ou le responsable de formation, ou les OPCA, tous les gens qui ont pour objet d'organiser le service, finalement. Ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe, pour moi, c'est la transformation de l'offre, en fait. Parce que pour répondre à cette nouvelle exigence des apprenants, il va falloir que les offreurs se mettent en capacité d'offrir des environnements souples et surtout un niveau de service adapté. Et on va moins leur demander de produire du contenu, finalement, ou une offre très centrée sur l'expertise, des choses comme ça, mais on va leur demander de plus en plus d'être capable d'accompagner les gens dans leur... on va les faire grandir, finalement. On va développer de nouvelles compétences, on va essayer de les amener au niveau qu'ils visent, à la fois pour eux et aussi pour l'organisation, évidemment, qui finance leur formation. Et ça, c'est un nouveau challenge pour les offreurs ou pour les responsables de formation, parce qu'aujourd'hui, la formation, elle est plutôt organisée sous forme d'offres catalogue. Alors, je caricature un peu, mais il y a encore beaucoup de ça, où on dit, finalement, on a réfléchi pour vous, et puis on vous envoie quelque chose. On voit bien qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne plus comme ça, et donc l'offre et la qualité du service rendu à l'apprenant va devoir évoluer de manière importante. On sera dans 4 ou 5 ans avec des offres de formation qui vont être complètement différentes de ce qu'on a aujourd'hui. On le voit, même la réglementation, le CPF va dans ce sens-là, mais aussi, des offres comme celle de LinkedIn, par exemple, qui propose, à partir de votre profil, en fait, et toutes les informations qu'ils ont sur vous, de vous préconiser toute une série de modules de formation. Donc, alors c'est un service un peu minimum, si vous voulez, mais il existe, en fait, et il va dans le sens de ce que demandent les gens. Aujourd'hui, les salariés, les gens qui cherchent un emploi, mais même les étudiants. Aujourd'hui, on le voit même au niveau des étudiants. Donc, on a un énorme défi à relever. Moi, je suis du côté des offreurs, bien sûr, où j'accompagne des offreurs. On a un énorme défi à relever pour former tous ces professionnels à être capables de faire ces services-là, de donner ces services-là. Et puis, on va faire grandir la formation. C'est un enjeu majeur de société. Et y participer, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Donc moi, je pense qu'on a vraiment beaucoup de chance d'être à ce moment-là dans ce métier-là, ça c'est clair.